chers téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes au temple du pontife Kwesolomo Agbadoto. Il est dignitaire avec Bacho. Avec lui, nous allons échanger sur le terme chefferie traditionnelle au Bénin avant les indépendances nationales et après les indépendances à nos jours, force et faiblesse. Alors, Togbe Agbadoto, bonjour. Bonjour, cher ami, et bonjour, cher frère. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que vous vous défendez bien dans vos activités. Plaise à ta nature et la dignité, ça portera ses fruits. Je suis identitairement à l'état civil Éclou, Aristide Séméon Ayaï. Mon nom de dignitaire, c'est Agbadoto. Et je suis dignitaire de la divinité Pesso, Mamidan et autres. Quand je dis autres, il y a Sapata, il y a Bou, et bien sûr, je suis dans la commune de Ouida, résident à Baou, quartier Sacha-Koni. Je suis membre de plusieurs associations. Entre autres, je suis membre de l'association Mamidan Eglemakou du Bénin. Je suis le responsable du département de l'Atlantique. Je suis membre de l'UPGFS, Union des prêtres de la forêt sacrée. Je suis membre de l'association La Chambre de Biologie. Je fais partie de plusieurs autres associations, mais si je vais tout citer, je risque de perdre tout le temps sur ça. Nous n'avons que quelques minutes pour mettre en valeur la question essentielle. La question essentielle. Togbe Agbadoto, merci de vous avoir présenté aux téléspectateurs. Puisque nous voulons décortiquer un sujet très brillant, alors définissez-nous ce qui c'est que la chefferie traditionnelle. La chefferie traditionnelle, c'est un groupe de monde. Nous avons la chefferie qui parle de la royauté, et nous avons traditionnel qui voudrait dire que c'est un truc ancien. Et quand je parle de la chefferie, c'est ceux-là qui étaient les responsables à qui est confié le pouvoir de gouverner une population, de gouverner un clan donné, de gouverner un village, de gouverner, qu'est-ce que je peux encore dire, voire même une commune. Parce que quand il y a les chefs traditionnels par arrondissement ou quartier, il y a quand même un comprend qui est le suprême et qui définit aussi comment va fonctionner son palais. Et c'est lui qui, par le pouvoir qui lui est conféré, choisit certaines têtes et maintenant, à partir de ces personnes-là, se compose un gouvernement traditionnel. Et donc, c'est l'ensemble-là qu'on appelle chefferie. Une seule personne ne fait pas une chefferie. Un palais royal ne peut être jamais composé d'une seule personne. Donc, c'est l'ensemble du chef et des gens qui sont appelés à travailler avec lui. Qu'on appelle chefferie. Alors, comment se porte cette chefferie avant les indépendances nationales? Ok. Parlant de la chefferie avant les indépendances au Bénin, je vais d'abord dire qu'il y a la chefferie post-esclavage et pré-esclavage et la chefferie post-esclavage. La chefferie en tant que telle, pendant la période pré-esclavage, était quelque chose de très respectueux. Était quelque chose où, quand
vous entendez même le nom chef, vous avez déjà peur. Il y a la sécurité. Il y a la sécurité, la protection de la population. Il y a toutes les formes possibles. La santé de la population incombe à la chefferie. Le développement des activités incombe à la chefferie. Ce qui fait que tous ceux qui entourent le chef là, chacun a une fonction bien définie. Celui qui doit s'occuper du côté de la santé, celui qui doit s'occuper du côté de l'agriculture, celui qui doit s'occuper du côté de la protection de la population, celui qui doit s'occuper de la protection de tout le village, de tout le quartier, de toute la commune, de tout le district. Tout ça là est bien défini. Celui qui doit s'occuper des jugements, c'est défini aussi. Donc, avant la période de l'esclavage, cette chefferie-là faisait du sérieux, c'était du sérieux. Et il y avait aussi leur forme de développement. C'est vrai qu'on a tendance à dire que quand les gens font leur récolte, il y a une partie qui doit déposer au chef. Mais laissez-moi vous dire que le chef même a un grand espace cultivable. Il a un espace cultivable. C'est le chef qui organise ce qui sont les choses à mettre sous terre à des moments donnés. Vous savez, la période de vie que nous connaissons aujourd'hui, qu'on appelle l'année, si ça existait sous une forme au temps de la tradition, on sait ce qu'on doit planter à chaque période donnée. On sait quand planter le manioc, on sait quand planter le maïs, on sait quand planter l'haricot. Et il y a des zones, on sait que dans telle zone, il y a c'est ça là. Donc, il y a des gens qui sont bien avec qui maîtrisent ça. Maintenant, sur le plan du pouvoir, il y avait quand même une forme donnée du pouvoir. Il y a une forme donnée du pouvoir. Et ce pouvoir-là, quand il veut réagir, il consulte toujours. Il consulte toujours le FA. Et si le FA insinue qu'il faut faire des rituels, ils font ces rituels. Donc, déjà, en ce moment-là, tout ce que nous avons comme divinité aujourd'hui existait déjà. Mais les principaux étaient le Sapata, était le Bozo Khaïdieso, était le Lissa, parce que c'était ça. Il y avait aussi le Vodou Dan, mais pour la plupart, c'est Vodou. Vodou, c'est vrai, il y a aussi la divinité qu'on appelle la Dan aussi. Mais les principaux, il y avait le Sapata, il y a le Tolega, il y a le Sapata, il y a le Khaïdieso, il y a le Dalissa, qui étaient des divinités vraiment, qui étaient bien marquées parce qu'aujourd'hui, quand l'expression c'est bon, ça venait de la tradition, ça venait de la tradition. Donc vous avez cette chefferie-là, respecter cette divinité-là et toutes les formes de rituels à la lettre. Il n'y a rien que le chef traditionnel veut faire sans consulter le phare, sans aller faire des rituels, sans aller vers le Toléba, sans faire des sacrifices avant de commencer. Et quand il finit, il faut encore le sacrifice pour remercier parce que dans la procédure, il peut y avoir des arrêts, il peut y avoir des situations, il peut y avoir des difficultés, mais dès qu'ils arrivent à finir, ils viennent remercier toujours les difficultés. Nous sommes venus pour voir pour telle chose, nous sommes arrivés à la fin, nous sommes arrivés à comprendre, sans ça, nous sommes revenus pour remercier. Donc il y a tout ça. Il y a des périodes où il faut des sacrifices aux divinités. Autant jadis la tradition, nous avons appris qu'à des moments donnés, il faut aller donner à manger à l'océan, il faut aller donner à manger à l'océan, à la mer, il faut aller donner à manger à l'eau douce. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir que ces choses-là sont en train de disparaître. Moi, je ne comprends plus, j'ai déjà posé cette question-là plusieurs fois, mais je ne vois rien. La dernière fois, j'ai été surpris de constater que au Togo, ils l'ont fait. Parce qu'il y a comment le faire. Pourquoi je dis que j'ai constaté? Avant de faire ce genre de choses, il y a un moment qu'on choisit pour balayer. Le chef dit, tel jour, de tel mois, à partir de tel moment, nous allons balayer tout le village, tout le district, toute la commune. Quand il finit de faire ça, c'est quoi? C'est pour chercher les maladies, les mauvais trucs, tout ça là. Et c'est souvent ce genre de période, hein,
C'est souvent ce genre de période de juillet, août, que ça se fait. Une fois que c'est fait, et ils vont invoquer les divinités à qui ils vont remettre ces gens d'aujourd'hui, tout ça là. Nous avons fait ça aujourd'hui, une copie qui est de graves maladies, de maladies, ainsi de suite. Même nous avons maladie, dès qu'on prend la tisane en français, c'est guéri. Ils font ça. Et après, maintenant, ils vont donner à manger à l'océan, à la mer. Et c'est une procédure. Souvent, c'est des bœufs de taille. Et c'est une procédure, ça, ce que le bœuf même marche. C'est lui-même qui avance. On le fait aussi à l'industrie. Mais toutes ces choses-là sont à déperdition. Bien, c'est pas, je le dis comme ça, je ne veux pas aussi dire que c'est vraiment ça, mais c'est mon constat à moi, personnellement. Donc, vous voyez tout ça, et au temps de la tradition, les gens savent quoi donner à quelle divinité. Il y a la divinité Oko que j'oubliais, qu'il m'en excuse. Il y a la divinité Oko aussi. Et il y a des moments où tout le village sait que tel jour, dans les maisons où il y a Oko là, tout le monde doit donner à manger au Oko. Et ceux qui n'en ont pas même préparent et vont chercher là où il y en a pour donner. Et après, il y a quand même une représentation de la divinité qu'on appelle Vénari. Mais quand c'est quelque part, tout le monde converge vers là pour aller donner à manger. Parce que les divinités, ils sont là, ils sont sacrés, ils font beaucoup de choses pour la population. Je ne vais pas me taire là-dessus. Donc, vous voyez, pendant cette période-là, c'est respecté. Et tel jour, c'est qu'il doit aller au champ. Le lendemain, c'est qu'il doit aller, ou bien telle semaine, c'est quelle famille doit s'occuper du champ, du roi, ou bien du chef. La semaine prochaine, c'est quelle famille doit s'occuper. Toutes ces choses-là sont respectées. Ceux qui doivent s'occuper du bétail, du chef, tout cela est respecté. Et même si tu as ton bétail, et le chef sait que tu as quel bétail. Lorsque le bétail est même bas, on le dit au chef, le chef sait que dans telle famille, ils ont 5 chefs, ils ont 6 bœufs. Et quand il y a perte, on va directement, le chef dit, allez me chercher l'animal là. Et les enquêtes en ce moment-là, c'était des enquêtes qui sont cliques, hein. Si c'est volé et qu'on l'a pas retrouvé, la famille qui a volé, ils font tout pour le savoir. Et au cas où c'est difficile de retrouver la personne, ils consultent le pas sur le pas. Et il y a quelqu'un qui dit, c'est dans quelle famille, allez chercher. Comme ça, tout se passait très bien. Mais avec la période de l'esclavage, nous avons perdu beaucoup de personnes. On a perdu des familles, ont perdu des membres, on a perdu des membres dans les chefferies, on a perdu des membres dans les palais, on a perdu des membres dans les familles, on a perdu des bras valides, des pères de famille, voire même des mamans, les jeunes filles, tout ça là. Ils sont venus nous les arracher. Parce qu'ils ont trouvé un moyen de venir tromper comment je dis, ils sont venus tromper nos chefs, parce qu'ils ne sont pas rentrés dans le village seulement. Ces gens, ces responsables de l'esclavage qui venaient acheter les hommes pour aller les utiliser dans leur champ, parce que c'est au champ qu'ils allaient les utiliser, parce que nous aussi nous les utilisions. Ils savaient qu'ils trouveraient les hommes forts dans les pays africains. Quand je parle des pays africains, je parle automatiquement du Bénin, ça s'est produit ici aussi. Et ils sont venus tromper la vigilance de ces chefs-là, et les gens aussi, ils ont pris goût de moyens, de la richesse, parce que c'est la richesse, il faut que je sois riche, il faut que j'ai de l'or, il faut que j'ai ainsi, et quand c'est venu, on les a menti, ils se sont jetés là-dessus, et même contre leur gré, cette activité-là s'est produite, on disait qu'on a vendu les gens ils sont venus acheter. Mais ces esclaves-là, quand ils venaient parler avec le chef pour dire nous sommes venus acheter ce que vous nous avez déjà mis en cage, acheter, ils lançaient aussi des chasses aux hommes derrière, des chasses aux hommes derrière que le chef ne s'en rendait pas compte. Sinon, si on nous avait appris qu'ils venaient et que c'est des gens responsables, désignés, qui sont appelés à aller vers eux avec les hommes et vendre. Pourquoi ils viennent avec les fusils? Pourquoi ils viennent pour courir derrière les gens? Parce que si la personne ne veut pas être vendue, c'est avec le chef, il va pas ce n'est pas avec ceux qui viennent acheter. Mais ils sont devenus plus chefs que les chefs. On vient avec les armes. Tout ça là a joué sur la tradition. Parce qu'on ne peut plus aller consulter pour demander s'il faut vendre telle personne. On ne peut plus aller consulter pour dire s'il faut aller chercher telle personne pour le vendre. Et les chefs aussi ont vendu les bras valides. En vendant les bras valides, les travaux champêtres
les travaux des gens qui sont les travaux champêtres ont perdu et les surfaces qui étaient cultivables avec plaisir ne sont plus faits suivant la vigueur, l'engouement, l'enthousiasme. Même si on te dit d'aller au champ, tu as peur que c'est peut-être au champ là qu'on vient de t'attraper. Donc les gens n'ont plus la volonté. Vous voyez? Donc déjà ça là a joué sur les diverses consultations du phare. On ne consulte plus le phare avant d'attraper les gens. On ne consulte plus le phare avant de vendre. La tradition est déjà en train de perdre une partie de ses lettres de noblesse. Et la chefferie, même en ce moment, vous pensez que la population va penser quoi de la chefferie? Ceux qui ont voulu s'opposer à ça sont confrontés à des guerres. Ceux qui ont voulu s'opposer à ça sont confrontés à des guerres. Et tout ça là a joué, a fait perdre la lettre, la valeur de la chefferie à un moment donné où la fortune, je veux avoir la fortune, a poussé certaines personnes à perdre la valeur, le poids qu'avait la tradition, mais d'autres qui ont peur se sont levés à des guerres et ont perdu. Quand tu perds, tu meurs, tu laisses le trône. Et maintenant, pendant ce temps où on vient pour voir avec les fusils, tout ça là, c'est celui qui peut répondre à l'assentiment de ces acheteurs d'esclaves, tout ça là, qu'on place. Il n'y a plus la consultation pour dire, on dit non, avec les armes, c'est lui ou ce n'est pas lui. Voilà un peu ces moments-là qu'on a vécu. Alors, aujourd'hui, vous êtes pontife avec Bacho Pessoulou à Badoutou. Alors, par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, est-ce qu'il y a une différence entre avant les indépendances ou après? Parce que aujourd'hui, on voit qui veut dire, ouais, on va dans les localités, parfois c'est 2, 3 rois, on va dans les temples, c'est 4 ou 5 rois qui discutent le même trône. Est-ce que c'est un peu ça, est-ce que c'est ça, c'est ça ce que nous devons vivre en tant que Béninois? Je vais en venir. Maintenant, après la période post-esclavage, il y a une autre forme de domination qui est venue, qui est appelée la colonisation. Quand la colonisation est venue, c'est là qu'on a commencé par parler de politique. Quand la colonisation est venue, c'est toujours la proposition des articles de fortune qui a fait que on a accepté la colonisation sous cette forme. Mais la colonisation n'est pas venue seulement comme ça. La colonisation est venue avec une religion moderne. Parce que dans les guerres, les Blancs ont perdu sur des territoires ici et ils se disent, c'est quoi les gens sont en train de travailler, ils ont telle puissance, tout ça là. C'était la tradition. Maintenant, pour nous faire perdre cette tradition, cette religion que nous avons déjà, on a acquis dès nos naissances. Nous naissons avec les divinités, nous naissons avec la tradition. Nous connaissons déjà l'existence de Dieu à notre manière et les divinités aussi. Mais ils ont amené une autre forme de religion pour dire que ce que nos ancêtres, nos grands-parents adoraient était satanique et que c'est la religion moderne là qu'il faut faire pour être vraiment une bonne personne, pour aller au ciel, pour faire ci, pour faire ça. Et avec cette religion, les chefs ont perdu ce qui leur appartient. Les poulets, tu dois l'amener à chaque fois au prêtre, et tu ne dois pas faire ci, et la femme de tel doit aller voir le prêtre chaque fois, et si toutes ces choses-là qu'ils ont amenées à gâter la tradition. Sinon, avant, quelle femme d'une maison peut aller coucher avec un autre homme? Elle peut pas. La tradition était là. Si toi-même tu fais, tu reviens, tu sais que bon, tu peux plus rester dans le foyer. Mais quand la religion moderne est venue, c'est fini, ça y est, tout est bouleversé. Si la femme d'un homme doit pouvoir aller, à cause de la religion moderne, faire découvrir sa nudité avec un prêtre, ça devient quoi? La tradition est en train de perdre sa valeur. Et la colonisation est venue mettre une forme de pouvoir où des gens s'érigent en de grands chefs, tout ça là, et la chose a changé. L'unité entre les rois a changé. Même si les rois faisaient la guerre entre eux, les peuples étaient unis. Quand ces gens de choses sont venus avec la colonisation, c'est fini. Mais comme les Blancs n'ont pas été intelligents et que eux, ils ne parlaient que le français et ils ne comprenaient pas nos langues, ils ont été obligés d'amener l'école pour qu'ils puissent nous apprendre leur langue, afin qu'on puisse communiquer avec eux. Dans cette école-là qui est venue pour nous
éduqués sous une forme afin que nous avons eu la conscience éveillée. Et il y a une autre forme d'opposition qui était la décolonisation qui a poussé à la dépendance. Le roi, la décolonisation est venue sous une forme où c'est toujours ces chefs traditionnels là qui étaient là, qui existaient, qui avaient leur armée. Et c'est avec l'armée qu'il faut se battre. C'est vrai, les enfants qui avaient eu la chance d'aller un peu loin ont pris leur vie. Il y a plusieurs éléments qu'ils ont utilisés pour la décolonisation et pour pouvoir faire taire d'une manière ou d'une autre cette histoire de décolonisation et quitter le nom territoire d'outre-mer pour devenir pays ou nation. Les grands traditionnalistes musulmans traditionnels, si je vais dire chrétiens sous autres, sont arrivés à voir ce que nous appelons les indépendances. Mais ça n'a pas été facile. Ça a bouleversé toute la tradition, plus rien n'existait suivant la règle de l'art. Quand les indépendances sont venues, ce sont toujours encore les chefs traditionnels qui ont venu consacrer. Et après les indépendances là, je peux encore vous dire que la chefferie a retrouvé encore un peu sa lettre de noblesse parce que le rafle brutal de l'armée a diminué ne serait-ce qu'au moins de 60%. Et il y a une forme de paix qui venait entre les territoires d'outre-mer qui sont devenus nations au pays et les colons. Mais ils ont toujours dans leur tête de toujours faire disparaître tout ce qui est stratégique. Alors que si la religion moderne est venue, est-ce qu'on peut parler encore de ces pays traditionnels? Non, il n'y a plus de tradition. Mais la lutte a été maintenue où à côté de la religion moderne, il y a toujours la religion traditionnelle. Ça fait que la chefferie a gardé toujours sa lettre de noblesse qui est traditionnelle, que moi je peux encore appeler de pouvoir traditionnel. Mais aujourd'hui, cette chefferie-là, qui jadis autrefois était le suprême, n'est plus le suprême aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, il y a un pouvoir d'État qui a pris la place sur la chefferie traditionnelle. Et la chefferie traditionnelle était devenue un élément décentralisé du pouvoir d'État. Bon, la chefferie traditionnelle, c'est de ça que nous parlons aujourd'hui, après les indépendances. Après les indépendances, il y a eu maintenant la réalisation. Il y a eu le changement. Il y a eu le changement de mode de vie. Nous sommes devenus européens ou nous sommes africains. Nous sommes entre deux modes de vie. Et le fait qu'on était entre deux modes de vie a joué en France sur la tradition. Au départ, on était dans une seule vie. Pendant les esclavages, on était toujours dans cette vie. Pendant la décolonisation, deux modes de vie sont venus déjà. Ils sont venus deux choses modernes auxquelles nous avons adhéré. Si on n'en avait pas adhéré, peut-être qu'on serait arrivé jusqu'à un moment donné, nous avons gardé notre tradition. Mais quand nous avons accepté d'adhérer, on est déjà rentré en deux modes de vie. La décolonisation est venue, on a demandé les indépendants. Nous voulons vivre de nous-mêmes. Mais quand les gens, au temps de la tradition, ils ont vu qu'on était nus, on ne savait même pas qu'on a du pétrole, on a du fer, on a du l'or, que c'est les blancs qui sont venus faire. Même si on savait, on ne savait pas où ça a quitté, où ça s'est arrêté. Ce sont eux qui ont humilié pour le voir. Donc, on est rentré entre deux modes de vie depuis la période post-esclavage, c'est-à-dire la colonisation, et après la décolonisation. La décolonisation, nous sommes allés à l'indépendance. De l'indépendance, on est venu, on a grandi dans l'histoire de deux modes de vie. Sinon, c'est ton propre frère qui a fait l'école plus que toi qui vient maintenant te dire qu'est-ce que tu es en train de faire là, ça n'a pas ce sens, qui te contredit et qui lutte même contre toi. Alors, mais la chefferie traditionnelle a gardé son nom, mais n'a plus sa lettre de noblesse qu'il avait qu'on reconnaissait à nos arrière-grands-parents, à nos arrière-grands-parents. Sinon, aujourd'hui, nous sommes à peu près la 25e ou la 26e génération. Ok, alors, est-ce qu'aujourd'hui, nous allons parler de la force de la faiblesse de cette chefferie traditionnelle? Puisque vous êtes garant de la tradition ancestrale, et là, vous devez pouvoir savoir si aujourd'hui nous sommes en possession d'une force et d'une faiblesse. Aujourd'hui, nous n'allons pas dire tout de suite que la chefferie traditionnelle a une faiblesse.
Mais nous pouvons dire qu'aujourd'hui, les comportements des chefs est en train d'amener des formes de conflit. Et ces formes de conflit sont en train de créer une faiblesse dans la chefferie. Parce que même si aujourd'hui nous sommes dans la modernité avec l'introduction de la colonisation ou de l'école ou des nouvelles pensées, ainsi de suite, il y a toujours des principes. Il y a aussi des règles. Mais aujourd'hui, la consultation du pas nécessairement avant de choisir le chef n'a jamais disparu. Les divinités que je disais, qui étaient les divinités principaux, le Sakata, le Toleba, qui étaient à respecter à la lettre, n'a pas disparu. Mais c'est les procédures rituelles qui ont changé, qui ne sont plus ce qu'ils étaient. Mais aujourd'hui, si aujourd'hui, je prends le cas de Bao, c'est tout Bao qui avait un chef, mais avec la modernité maintenant, tous les quartiers veulent avoir un chef traditionnel. Mais la division crée la faiblesse. La division crée la faiblesse. Donc, ce sont ces genres de comportements qui sont en train de créer la faiblesse au niveau de la chefferie. Comme je disais tantôt, que je ne pouvais pas dire que la chefferie traditionnelle au Bénin a une faiblesse. Mais c'est les conflits qui naissent, qui créent la faiblesse dans la chefferie traditionnelle. Et puis, la chefferie traditionnelle avait une unité, ils s'informaient, ils se regroupaient. Mais aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui va se faire, c'est le chef qui se lève pour dire que je vais faire telle chose ici aujourd'hui, et les autres viennent comme des invités. Mais avant, ils se mettaient ensemble pour le faire. Vous voyez, ces genres de trucs-là, c'est des faiblesses. Comme on a dit depuis le temps, j'ai dit que l'union fait la force, ça demeure et reste l'union fait la force. Mais quand l'union n'est pas sincère, l'union qui n'est pas sincère n'a pas de force. L'union qui n'est pas sincère n'a pas de force. Et quand il y a la sincérité dans l'union, il y a la force. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus parler de la chefferie traditionnelle tout court et pure, mais nous avons une chefferie traditionnelle modernisée. Avant, et le chef n'a pas besoin d'avoir une belle maison, n'a pas besoin d'avoir une voiture, n'a pas besoin d'un grand luxe, mais il vit très bien parce que sa population l'aime bien, tout le monde avec lui, il ne se sent jamais seul, ta femme est là, il n'y a même pas de différence. Mais aujourd'hui, quand tu vois le chef qui doit bien s'habiller, c'est le chef qui doit bien c'est la femme du chef quand il doit bien s'habiller. Il y a des manières, de manière à dire depuis. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Si ce n'était plus la même chose comme hier, imaginez qu'est-ce que ça peut donner aujourd'hui. Et aujourd'hui encore, la chefferie traditionnelle est un peu politisée. Et à cause des relations. Mais en réalité, elle n'est pas politisée. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Si moi, je suis proche de quelqu'un avec qui je m'entends très bien, tout ça là, il y avait de très bonne amitié, et que demain, celui-là accède au pouvoir et devient président de la République, ça ne peut pas jouer sur nos relations. Ce qui est sûr, celui-là qui est là, il doit avoir un plus pour moi par rapport aux autres, parce que me connaissant personnellement, et vu certains liens, vous comprenez. Bon, à part tout ça là, on dit que c'est politisé. Est-ce que c'est réellement politique? Je ne peux pas le dire clairement, mais il faut dire que avec les relations, on a donné d'autres qualificatifs à la chefferie, par exemple, c'est politisé, celui-là, c'est la ici, on le fait ceci seulement. Non, c'est une question de relation, c'est une question de confiance. C'est ce que moi je peux dire. Mais il faut dire que la chefferie traditionnelle aujourd'hui n'est pas pareille à la chefferie traditionnelle. Mais non, je ne peux pas aussi dire que la chefferie traditionnelle a une faiblesse. Mais les conflits au niveau de la chefferie traditionnelle entraînent de la faiblesse, créent de la faiblesse. Alors, merci beaucoup, Pontife Olomo Gbadotto. Alors, votre mot de fin pour conclure cette compétition?
Pour finir, je vais d'abord vous demander de me permettre de remercier le chef d'État actuel. Je vais citer son Excellence Patrick Guillaume Athanas Talon. Je vais demander à Dame Nature et toutes les divinités de l'encadrer, de le protéger contre toute tentative et toute pensée négative. Qu'il soit protégé, qu'il soit suffisamment éclairé par rapport à tout ce qu'il a fait pour le Bénin, tout ce qu'il est en train de faire pour le Bénin et tout ce qu'il fera pour le Bénin. Parce que pour redonner le blason de la chefferie traditionnelle ou de la tradition, il a fait tout possible pour ramener dans le Bénin ce qui appartient au Bénin sur le plan de la tradition avec les objets culturels traditionnels et divinatoires qui ont été ramassés par ceux qui venaient acheter les esclaves, par ceux qui étaient les colonisateurs, avaient ramené de force en Europe. Il a essayé, il a fourni beaucoup d'efforts, il a écrit, il a bavardé, il a fait tout ce qui est de son pouvoir pour en ramener. Nous allons le remercier. Ce n'était pas facile, ce n'était pas permis à tout le monde, mais lui, il a pu le faire et a pensé à la tradition et est en train de vouloir donner une autre coloration à la tradition. En voulant donner déjà une autre coloration à la tradition, j'ai compris qu'il a déjà fait ce qu'il faut faire pour redorer le blason et redonner la lettre de noblesse à la chefferie traditionnelle. Je veux bien demander à tous nos collègues garants de la tradition de se rappeler de lui dans leur prière, de faire en sorte que la nature et la divinité nous traitent fille pour qu'on nous en bénéficions davantage de nous. Et ce que je vais dire est que aujourd'hui, je vais demander à tous nos chefs traditionnels de faire un effort de se regrouper, de revoir au passage les textes qui régissent la chefferie traditionnelle. S'il y a des choses qu'il faut y ajouter, s'il y a des choses qu'il faut enlever, il faut qu'ils revoient rapidement ça et l'imposer à la chefferie traditionnelle pour que tels qu'ils se présentaient hier au temps de nos ancêtres, nous retrouvons quand même les éléments les plus importants, les choses les plus importantes aujourd'hui avec la modernité. Que la modernité ne prend pas le pas sur les choses et que la chefferie perde sa valeur. Autre chose, je vais demander à nos collègues prêtres et prêtresses d'être très unis, de se donner du respect mutuel, de garder leur temps comme si avec un grand respect. Un temple n'est pas petit en soi. Ce qu'on appelle un temple traditionnel, un temple dans lequel il y a des divinités, un temple dans lequel les divinités sont appelées à guérir, sont appelées à mettre de l'ordre, sont appelées à donner des initiations, sont appelées à donner même des formations, sont appelées à apporter un plus au développement. Parce qu'aujourd'hui, il y a des maladies qui dépassent la médecine moderne, mais que la médecine traditionnelle arrive à guérir. Que nous essayons de cultiver la lettre de noblesse des temps traditionnels. Nous entendons dire qu'ils font des sacrifices humains. Les sacrifices humains, je ne pense pas que ça se fait aux divinités
aux divinités innées. Il y a des divinités innées, il y a des divinités acquises. Il y a des divinités innées, il y a des divinités acquises. Il y a des divinités qui incarnent des familles. Je voulais qu'à un moment donné de la vie, de la tradition ou bien des fêtes traditionnelles, on essaie de comprendre ce que c'est que les divinités innées, ce que c'est que les divinités acquises, ce que c'est que les divinités qui incarnent les familles, avant de savoir à quel type de divinité les gens sont en train de faire des sacrifices humains. Parce que nous, au niveau de Mamitan, et peut-être, je ne sais pas, on ne peut pas faire des sacrifices humains à aucune divinité. Quand tu le fais, c'est que tu as perdu la divinité. Quand tu le fais, c'est que tu as perdu la divinité. Tu as estompé le pouvoir de la divinité. J'entends des choses, c'est vrai, ça m'étonne. Mais, quand on essaye de faire en sorte que ces genres de choses ne viennent pas nous salir. Hier, les gens ont fait pour salir notre paille blanche là avec de l'huile rouge. On n'a pas refusé, on a accepté. Mais si aujourd'hui, on va encore le salir avec le sang, ça fait mal. Alors, merci pour le temps qui nous est laissé est complètement parti. Alors, l'invité de ce dimanche matin, c'est le pontife Forfait Souloumo Agbadoto. Il est dignitaire avec Batou. Donc, avec lui, nous avons abordé plusieurs sujets relatifs à la chefferie traditionnelle. Alors, à bientôt pour un autre numéro.